Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je m'appelle Anthony Tchekemian, je suis maître de conférences en géographie et en urbanisme à l'Université de la Polynésie française. Je remercie donc chaleureusement les organisateurs de nous permettre de pouvoir intervenir depuis la Polynésie. L'intitulé de ma conférence est la suivante: le rôle de la théorie monétariste, la réserve fédérale, le système des garanties internationales de droit privé et leur incidence sur le développement durable des territoires. Alors, sous les aspects de la finance internationale moderne, et plus particulièrement la finance anglo-saxonne, un territoire est encore considéré comme un support d'investissement avec une durée de temps. De nos jours, le développement des territoires est d'ailleurs qualifié par un terme un peu marketing, celui de durable. Donc un certain nombre d'économistes considèrent que le mot durable peut se traduire par l'expression du long terme au regard du court et du moyen terme. Ce sont là en fait des préoccupations qui étaient autrefois nommées planification du territoire, par exemple. Donc il y a eu tout un courant d'économistes qui ont essayé, en particulier dans les pays de l'Est, de construire des modèles de planification. Aussi, diapositive numéro 2, la question centrale de cette recherche peut se résumer ainsi: dans quel cadre la pensée économique s'élabore-t-elle, puis quel peut être son lien avec les préoccupations des géographes et des aménageurs. Diapositive numéro 3. Donc l'étude de différents ouvrages que je vous ai listés ici met en évidence les concepts qui animent la science économique moderne et qui, bien entendu, concernent les géographes. Donc il semble évident que même en économie régionale, en économie urbaine, si l'on ne s'intéresse pas à la géographie, on ne peut pas cerner précisément les problèmes d'investissement et d'aménagement au sein d'un territoire donné. Aussi, dans le cadre de cette courte introduction, il faut admettre que l'économie n'est pas une science ex cathedra. C'est une science expérimentale. Donc malgré le fait que l'économie ne puisse prétendre au rang de science exacte, à l'égal des mathématiques par exemple, eh bien elle reste encore trop souvent considérée comme justement une science exacte. Diapositive numéro 4. En fait, on constate que dans les phénomènes d'aménagement et de développement qui s'opèrent dans la mondialisation, nous sommes dans une intermondialisation de la plupart des mécanismes. Des pays tels que la Chine et l'Inde ont pu justement accéder à des accélérations économiques. Donc certes en raison de certaines conceptions qui prévalent, mais aussi par l'approche de certains économistes. Je pense notamment à Stiglitz. Diapositive numéro 6. Alors, en 1947, vous le savez, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a été mis en place et établissait les règles du système. L'accord général a évolué au fil des années à travers justement plusieurs cycles, on va dire, de négociation afin de libéraliser les échanges et étendre les accords aux services. Et donc à chaque cycle, les parties contractantes élaborent leurs besoins, leurs offres et proposent des concessions en matière douanière ou autre. En fait, la mondialisation, finalement, elle se caractérise donc par de grandes réunions de négociation qui ont pour but de régler les différends internationaux, mais aussi de fixer des objectifs et puis de corriger des déséquilibres anciens. Par exemple, elle a donné naissance, donc en 1995, à ces différents cycles, c'est allusion aux accords de Marrakech en 1994, qui donne naissance en 1995 à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui va avoir un impact important sur les comportements en matière de production. En parallèle, dans le contexte de la mondialisation, la notion de gouvernance mondiale a émergé. Elle a pour principe la construction de réglementations publiques et privées, voire d'outils de régulation, afin de mieux observer et organiser les sociétés humaines à l'échelle de la planète. Alors le fonctionnement économique obéit en général à des cycles. Donc l'étude de ces cycles économiques véhicule une vision assez précise du comportement. Et elle permet, dans une volonté prospectiviste, de prévenir, elle permet également de comprendre les crises économiques et également d'en minimiser les effets.
Ce qui signifie finalement que le mot crise est impropre, puisque c'est le fonctionnement lui-même qui est cyclique. Donc, le but de l'économie mondialisée est finalement de calculer le gain mondial économique, c'est-à-dire que si on mondialise les échanges, il faut approcher la question du gain. Et donc, deux questions se posent alors. La première, qui concerne également les géographes, c'est l'économie mondialisée a-t-elle un impact sur le développement d'un territoire? Et la seconde, c'est ces gains sont-ils équitables? Là encore, cette question préoccupe les géographes, cette seconde question, puisque la notion de développement durable est sous-jacente. Diapositive suivante, la 7. On peut dire donc que l'échange libre qui a été voulu après la guerre froide comporte finalement une limite. C'est ainsi imposé, je dirais, la nécessité d'un recours à un gendarme, et en l'occurrence, dans ce cas présent, il s'agit donc de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Cette institution agit en essayant donc d'introduire des quotas de production dans le raisonnement mondial. Donc, l'étude de la mondialisation permet de poser l'hypothèse que le libéralisme peut faire progresser l'économie. Bon, il demeure tout de même une limite. Par exemple, si demain on décide de fabriquer des ordinateurs ou des vélos, il est évident que nous allons entrer en concurrence avec d'autres producteurs, qu'ils soient chinois, allemands, mexicains, et que nous rencontrerons également des difficultés pour vendre nos produits. Alors, en ce sens, la grande opération reste finalement la libéralisation de marchés de capitaux pour pouvoir atteindre à l'efficacité mondiale. Donc, pour le géographe, aménager un territoire, c'est aussi comprendre comment circulent les capitaux au niveau national et international. Pour cela, le géographe ne peut plus finalement rester enfermé derrière des frontières. Dans ce contexte, la difficulté réside donc dans la baisse des droits de douane, cette baisse permet de fluidifier les marchés. Mais évidemment, il faut mesurer les effets de cette absence de recettes pour les États, ce qui signifie en pratique que l'on crée des programmes de libéralisation et on détermine des taux effectifs de droits de douane ainsi que des recettes douanières. Donc, diapositive numéro 8, je dirais que la question qui se pose est de savoir si ce commerce libre débouche sur un commerce équitable. Donc, sous l'angle du développement durable et raisonné des territoires, on peut aussi se demander si cette vision va entraîner un aménagement du territoire d'un certain type en fonction des quotas qui sont accordés aux différents pays à travers le monde. Bon, les réponses à ces questions sont à chercher finalement dans le multilatéralisme, c'est-à-dire le concept opératoire des échanges internationaux. Donc le fonctionnement d'un territoire, on peut dire finalement, selon l'approche économique, correspond à deux courbes, celle de l'offre et de la demande. Et à partir de cette simple analyse mathématique, eh bien, au point de rencontre, on va déterminer un prix. Donc, par exemple, pour faire fonctionner un territoire, en fonction du secteur dans lequel on se trouve, qu'il soit agricole, industriel, tertiaire, eh bien, il s'agit d'une règle d'échange. Ce qui peut s'approcher en quelque sorte de la théorie des échanges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché fonctionne, eh bien, il y a une forme d'équilibre qui s'installe et qui tend vers un équilibre général. Donc, ce jeu du marché correspond à un mécanisme plutôt simple, et ces théories ont été développées par justement les économistes libéraux de l'école de Chicago. En particulier, je pense à Arrow et Debreu. Justement, Debreu s'est intéressé à la maximisation des bénéfices. En somme, pour suivre notre exemple, suite à l'aménagement du territoire, cela reviendrait à se demander quelles sont les dispositions qui vont permettre aux bénéfices d'être les plus élevés possibles. Pour cela, on va donc devoir s'intéresser à la surveillance des balances commerciales et déterminer des indices de spécialisation commerciale. Par exemple, nous programmons des aménagements sur un territoire donné. Nous allons calculer le ratio de x moins n sur x plus n, sachant que x est relatif à l'exportation et n à l'importation.
Donc ce ratio peut être complété par d'autres, hein, bien sûr, on peut en inventer d'autres. En tout cas, cela permet de le suivre sur plusieurs années. Ces ratios sont donc mis en place pour agir comme finalement des éléments de contrôle. Donc ils permettent, diapositive numéro 9, ils permettent d'obtenir un indice de spécialisation commerciale, ce qui permet de structurer les flux et par conséquent, eh bien, de voir le lien entre la libéralisation du marché et le revenu réel. En d'autres termes, on peut se demander quel est l'impact de la libéralisation d'un échange sur les gains. D'une autre manière, et sur le plan plus qualitatif, on peut se demander aussi quelles sont les mesures de gain en termes de bien-être. Pourquoi? Parce qu'en aménagement du territoire, il nous faut bien avoir présent à l'esprit ces deux approches, c'est-à-dire l'aspect quantitatif d'un côté et de l'autre, eh bien, des indicateurs de bien-être, par exemple. Si nous venons à construire une ville nouvelle, il faut se demander si nous allons pouvoir apporter un bien-être plus important à la population. Donc là, on aborde la notion de bien-être social en fonction de la libéralisation du marché. Donc les économistes, bien sûr, utilisent la notion fondamentale, eux, du rendement d'échelle. On réalise donc des économies d'échelle en augmentant la production, ce qui justifie donc les productions de masse et qui explique que beaucoup d'usines produisent, d'usines modernes, produisent en plus grande quantité. Donc le concept référent est celui finalement de la libre circulation du capital et du travail. Ce qui signifie que la création d'un espace de droit mondial correspond finalement à la mondialisation du droit. Par conséquent, des classes de règles, je dirais plutôt mondiales, sont créées en fonction des accords de libre-échange. Et au niveau international, cela signifie qu'il y ait un développement par consensus. Diapositive numéro 10. Après avoir présenté de façon très rapide le cadre général, on va s'intéresser maintenant aux fondements théoriques de l'économie, en tant qu'outil justement pour les géographes. Alors l'école de Chicago réunit des économistes libéraux qui considèrent que l'action gouvernementale arrive finalement toujours trop tard. On peut voir ça dans les travaux de Friedman. Ce qui explique qu'aux États-Unis, il y a souvent une méfiance à l'encontre de l'État. Cela fait donc partie, on peut dire, de la pensée économique et caractérise finalement les libéraux. Donc ce n'est pas du tout idéologique. Et d'ailleurs, en 1970, le monétarisme entre dans l'histoire monétaire des États-Unis. Donc cela signifie que l'aménagement du territoire, pour faire raccourci, une accélération dans la pensée, serait fonction du volume de monnaie en circulation. Donc cette théorie est actuellement en vigueur. Et on peut se demander pourquoi avoir conçu alors cette théorie monétaire. Donc les théoriciens considèrent que le problème de base en économie est l'inflation, voire l'hyperinflation. Par conséquent, pour juguler l'inflation, il faut moduler l'action sur la masse monétaire. En effet, l'inflation est d'origine monétaire et elle tend même à appauvrir les populations, voire ruiner des individus. Diapositive suivante, la 11. Dans ce raisonnement, on peut dire keynésien, donc ce raisonnement voudrait que si l'on aménage des territoires, l'économie soit relancée. Cependant, les monétaristes ne se préoccupent pas de cette perspective. En revanche, donc, ils retiennent la notion d'accélération, de cycle et d'oscillation, c'est-à-dire l'oscillateur, je fais allusion à l'oscillateur de Samuelson, publié en 1939. Bref, l'objectif est donc l'équilibre du système économique et la mise au point de statistiques comparatives. Donc ces théories monétaristes ont eu une influence considérable. Et en résumé, on peut dire que la théorie monétariste consiste en une variation de la masse monétaire par une augmentation de cette masse. Donc dans la pratique, il s'agit, vous le savez, des bons du trésor, c'est-à-dire des emprunts qui sont émis par l'État. Diapositive 12, on va voir à présent les instruments juridiques. Donc, je fais allusion à la titrisation, qui est un mécanisme juridique intéressant, car suite à certaines dérives, ce mécanisme permet de comprendre l'existence des crises financières.
Donc les Américains ont ainsi transformé le rapport de créance, ils l'ont transformé en marché en émettant des titres de créance, c'est-à-dire que les dettes ont donc été titrisées. Donc si un rapport juridique de dette et de créance est titrisé, eh bien des titres toxiques peuvent être également introduits donc dans le marché. La titrisation des créances montre que la conception libérale de l'économie, qui veut que tout passe par le marché, a tout de même des limites et que ce fonctionnement peut être perturbé. Donc ce mécanisme de la titrisation des créances est aussi appelé titre adossé à des actifs, ABCP. Donc à cela, il faut ajouter que le comité de Bâle, qui est donc un régulateur, va donc édicter des règles pour que les marchés fonctionnent le plus normalement possible. Autre point, il y a aussi les garanties des banques qui sont finalement des créances nanties. Donc en droit romain, il s'agit de l'engagement à payer la dette d'autrui à titre de garantie. Donc cette garantie est donc transformée en dollars. Comme le régulateur final est la réserve fédérale, celle-ci accepte l'argent, bien entendu, et va ensuite le gérer pour le compte de l'investisseur. Il s'agit donc d'un mécanisme purement américain, du fait que la réserve fédérale a un impact sur l'économie. De plus, cette réserve fédérale fixe le loyer de la monnaie pour le monde entier et tous les jours. La politique monétaire américaine revient finalement à fixer de l'argent voisin de zéro, un taux assez bas. Donc le taux directeur des banques centrales est fixé par la réserve fédérale. Diapositive numéro 13, les États-Unis ont donc une politique économique, on peut dire, hyper interventionniste, comme dans le cadre de leur politique de subvention accordée aux agriculteurs, par exemple. Donc la mondialisation se fait par l'augmentation de la masse monétaire. Et donc les Américains adoptent à la fois un raisonnement keynésien, d'une part, en mettant des dollars en circulation, et en augmentant la masse monétaire. Bon, ce ne sont pas les seuls. La Chine appuie la politique américaine en achetant des bons du trésor américain. Bref, tout ceci se fait finalement en 3 temps. Il y a émission de garantie, escompte et intervention de la réserve fédérale. Bien évidemment, cela passe ensuite par des investissements dans des projets de développement et d'aménagement du territoire. Diapositive 14. On peut dire finalement on peut partir de cette hypothèse que sur un territoire, il existe un phénomène de dépréciation et que ce phénomène est donc finalement tangible. Donc par rapport au phénomène de dépréciation, il y a bien 2 optiques. La première, c'est donc dans l'économie capitaliste, la dépréciation est un simple enregistrement comptable. Dans l'économie soviétique, le phénomène de dépréciation devait être envisagé tout au long du processus de production d'un massif forestier, par exemple. Bref, de nos jours, nous sommes donc dans un régime économique où l'argent, on va dire un peu de façon peut-être provocante, mais où l'argent n'est finalement pas cher. Donc, une grande majorité des gens souscrivent à des prêts et s'endettent. La difficulté dans l'aménagement du territoire est de savoir diagnostiquer, de savoir anticiper et de pouvoir déclencher des investissements. Donc, il faut être capable de déterminer finalement les sentiers de l'avenir au sein d'un territoire par des études prospectivistes. Et donc là, les géographes sont en mesure de les déterminer. Or, le problème, c'est que la grande majorité des économistes ne se préoccupent pas de géographie et d'aménagement du territoire. Justement, dans les années 40, en parlant de géographe, Jean-François Gravier base ses études sur la question régionale à partir de données géographiques dans le but de relancer l'économie française. Bon, bref, il pouvait sembler utopiste et autoritariste, mais on peut souligner ses capacités d'adaptation. Ensuite, dans les années 60, c'est Yves Lacoste qui, lui, récusait l'hégémonie du discours économique. En somme, sans intégrer l'approche géographique dans le développement économique des territoires, il est difficile d'anticiper les investissements. Donc, voilà, j'en arrive à ma conclusion, c'est que l'ensemble de ce développement atteste finalement de l'importance du lien et de la collaboration entre les géographes et les économistes.
Aujourd'hui, avec la mondialisation, ces cloisons doivent tomber. Ces cloisons entre les disciplines. Ce qui signifie que dans un cursus d'économie, les approches territoriales de la géographie doivent être enseignées. Et à l'inverse, en géographie, eh bien, il faut dispenser les outils des économistes, hein, comme les théories de l'investissement, les méthodes de calcul sur l'actualisation des flux générés et des revenus sur des échelles de temps différentes, 50 à 500 ans, afin de savoir calculer les revenus futurs suite à la réalisation d'un aménagement, par exemple, mais aussi être en mesure de pouvoir les comparer avec l'investissement initial, comprendre les revenus de cet investissement sur l'ensemble de la période, du temps long, par exemple, et les comparer avec l'investissement initial. Donc de la sorte, eh bien pour finir, je dirais qu'il s'agit d'un raisonnement d'économiste, mais sans l'appui du géographe. Le raisonnement théorique peut sembler viable, mais en pratique, et ça on le constate tous les jours, en pratique, il s'avère peu applicable, peu raisonné et donc peu durable. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Donc diapositive 15, je vous mets mon email. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de vos commentaires, remarques, critiques et bien entendu questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous, très bon colloque. Au revoir.